Les livres de ma vie, une émission de Michel Pollack avec Georges Brassens et René Fallet. Aujourd'hui, on parle trop souvent de son tracteur aux paysans, de ses voitures aux garagistes ou de ses machines à l'ingénieur. Pour lutter contre cette routine, il est inutile de rechercher l'aventure dans l'exotisme du bout du monde. Il suffit simplement d'une conversation insolite où l'on oublie la spécialité de chacun, l'étiquette du métier, pour retrouver l'homme avec ses rêves, ses aspirations et ses préférences. Voilà pourquoi Georges Brassens ne nous parlera pas ce soir de chansons, mais de livres. Et à travers les livres qu'il aime, c'est tout l'univers du poète Brassens, Grand Prix 1967 de l'Académie française, que nous retrouverons. Une autre grande aventure, c'est l'amitié, et celle des deux amis Georges Brassens et René Fallet, le romancier, se nourrit de lectures communes et d'admiration partagée. Oui, René Fallet, de vous deux, c'est vous l'écrivain. Et Brassens, c'est le poète. Mais le poète et l'écrivain, plus la chanson, tout ça, ça leur a donné deux amis qui aiment la lecture, non? Bon, on a beaucoup lu, hein? Eh oui. Toi, plus que moi, pareil. Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous lisez toujours autant, non? Je ne lis plus autant, je relis. Je me suis aperçu que j'avais mal lu pendant très longtemps. Alors je relis. De peur que trop de belles choses m'aient échappé. En réalité, la plupart des belles choses m'avaient échappé. Vous n'avez peut-être pas échappé, mais on trouve tout le temps autre chose. Chaque fois qu'on vieillit un petit peu, on trouve quelque chose de nouveau. Oui, tous les 4 ou 5 ans, on a quand même une façon de juger un peu différente. Et maintenant que vous relisez quoi de préférence? Ah ben, de préférence, je ne sais pas, ça dépend des années, quoi. Je pense que les auteurs que je relis le plus souvent sont, en premier lieu, c'est Voltaire. Ah oui. Et après Voltaire, immédiatement Claude Tillet, mon vieil oncle Benjamin. Que tu m'as fait lire. Ah oui. Oui, je te l'ai fait lire, d'autres me l'avaient fait lire. C'est comme ça. Claude Tillet, d'ailleurs, n'est pas très connu, c'est bien dommage, parce que c'est un des plus grands écrivains, un écrivain voltairien. Et c'est sous le manteau, en somme, qu'il est lu. Il est lu en cachette. Par exemple, un type me fait lire Claude Tillet, je le lis, je suis enthousiasmé, je rencontre Fallet, je lui demande s'il a lu mon oncle Benjamin, je ne lui lis pas s'il le lit et il le fait lire à d'autres. Comme ça, à cause de nous... C'est les agents secrets de la littérature, ça. À cause de nous, il y a une 50aine de personnes qui ont lu Claude Tillet et qui continuent à le faire lire à d'autres. Enfin, nous autres, en tout cas, nous ne lions pas connaissance avec un nouvel ami sans l'obliger d'abord à lire mon oncle Benjamin. C'est indispensable, ça. Pour être de nos amis, il faut le lire. Mais ce qui m'a le plus frappé quand j'ai lu mon oncle Benjamin, c'est que j'ai retrouvé tout l'univers des chansons de Brassens. Bah oui, c'est peut-être parce que j'ai été moi-même frappé par cet univers, par ce Machecourt, par ce médecin avec sa longue rapière, son épée, par M. Minxin, le docteur. J'ai été frappé par cette œuvre et j'ai été imprégné de cette œuvre, j'en ai tiré, on peut dire, mes chansons. Je pense pas que, je sais plus qui c'est qui a dit, un auteur est un homme qui prend dans les livres tout ce qui lui passe par la tête. Quand j'ai lu mon oncle Benjamin, je me suis découvert, si vous voulez, à ce moment-là. Oui, c'est ce que j'attendais. Il y a longtemps? Oh, ça doit faire maintenant, je devais avoir 24 ou 25 ans. Mais je le lis chaque année. Comme j'oublie facilement l'anecdote, laquelle d'ailleurs n'a pas très grande importance dans ce livre, mais c'est l'atmosphère, ce sont les personnages. Et puis la philosophie voltairienne et un peu épicurienne, enfin. Oh, bien épicurienne même. Tout à fait. Une très grande gentillesse d'ailleurs dans le bouquin. Oui, une espèce de générosité, oui. Une espèce de... Et puis ce côté un peu tranche-montagne aussi qu'ils ont les uns et les autres. Mais en d'autres temps, sans doute, comme on le disait tout à l'heure, Claude Tillet eût été un coupeur de tête. Oui. Mais ce qui est très drôle, c'est que les Français l'ont pas apprécié sur le moment. Ce sont les Allemands qui l'ont découvert. Ce sont les Allemands, c'est comme d'habitude, paraît-il. Il paraît qu'en France, on ne découvre pas nul n'est prophète dans son pays, hein, comme disait je ne sais plus quel inventeur. Il est allé en Allemagne. En Allemagne, il a eu un grand succès. Il nous est revenu. En somme, on l'a traduit de l'allemand. Oui, c'est ça.
Et quand vous l'avez fait lire à René Fallet, vous l'avez aimé tout de suite ce livre ou Je ne lui ai pas fait lire, je l'ai forcé à le lire. J'avais le bouquin à la main, je l'ai... Ah oui, tout de suite d'ailleurs. Et c'est ça l'ennui, si vous voulez, des chefs-d'œuvre, c'est que très souvent on n'a pas envie de lire les chefs-d'œuvre. Moi je connaissais mon oncle Benjamin de nom quand même. Mais sans Georges, je crois que je ne l'aurais jamais lu. Georges m'a fait lire Gil Blas aussi. Sans lui, j'aurais jamais lu Gil Blas. Et finalement, je t'ai fait lire des tas de choses. Et je me rends compte que peu de gens aujourd'hui ont lu Gil Blas. Non, peu de gens, non, les gens qui peu de gens. Les gens qui aiment la lecture et qui essaient de faire leurs humanités, ils lisent Gil Blas quand même. Alors que c'est un merveilleux roman d'aventure, c'est le roman picaresque par excellence, quoi. Et je ne sais même pas s'il est en collection de poche, Gil Blas. Je ne crois pas, non. Finalement, la collection de poche a besoin de se mettre à jour. Hein. Oui. Alors, si je comprends... Elle a des comptes à nous rendre. Elle a mon oncle Benjamin, c'est déjà pas mal. Si je comprends bien, il n'y a pas Charles-Louis-Philippe et il n'y a pas les Otto dans les collections de poche. C'est des graves lacunes, quand même. Ah bon, Charles-Louis-Philippe, ça compte aussi pour vous? Charles-Louis-Philippe a une très grande importance, une aussi grande importance pour moi que Claude Tillet dans un autre genre. Mais les contes qu'il avait publiés dans Le Matin, et qui d'ailleurs ont été réunis sous le titre des Contes du Matin, sont très très intéressants. Tu ne les as pas lus, toi? Non, parce que ça, c'est encore plus difficile à trouver. Oui, parce qu'ils sont introuvables. C'est ça. Mais à la NRF, ils ont paru, ils doivent en avoir dans leur cave. Ouais. Et Bubu de Montparnasse, c'est un titre très célèbre, et pourtant le livre est aussi difficile à trouver. Ce n'est rien, Seigneur, c'est une femme qui passe sur un trottoir et qui gagne sa vie parce qu'il est bien difficile de faire autrement. Un homme s'arrête et lui parle parce que vous nous avez donné la femme comme un plaisir, et puis cette femme est Berthe, et puis vous savez le reste. Ce n'est rien, c'est un tigre qui a faim. L'intérêt de Brassens, c'est qu'on n'a pas tellement besoin de lire avec lui parce qu'il a une telle mémoire qu'il peut vous le réciter, alors. Oui, j'ai beaucoup aimé Charles-Louis-Philippe. Non, mais parlons de ta mémoire là-dessus. Et les tirades de Ruy Blas. Oui, bien sûr. Enfin, tout le monde les connaît, les tirades de Ruy Blas. Oui, mais c'est quand même... Oh non, en dehors de Bon Appétit, messieurs, je serais capable de dire la suite. Continue. Ah oui, mais il paraît aussi que Victor Hugo est pompier, enfin, démodé, en fait. Depuis, maintenant, je commence à avoir un certain âge, je me suis aperçu que, depuis toujours, on décidait qu'un auteur ne présentait plus d'intérêt. Dernièrement, j'ai lu, je ne sais plus qui, un auteur d'une anthologie quelconque, qui a décidé que Lamartine et Musset étaient des pleurnichards. Sans doute, c'est leur défaut. Mais ils ont quand même d'autres qualités. Un homme est un ensemble de défauts et de qualités. Peut-être que les qualités de Lamartine et de Musset valent la peine. En tout cas, moi, quand j'ai lu Musset, que j'avais rejeté justement sur la foi de quelques opinions un peu avancées à l'époque, et je me suis aperçu qu'il était indispensable de les lire. J'ai passé avec eux une semaine exaltante. Mais le principe, vous voyez, l'émission, là, c'est les livres de ma vie. C'est-à-dire qu'au fond, le principe, c'est de savoir s'il y a des livres qui vous ont marqué à une période, qui continuent de vous marquer, ou bien si vous avez changé dans vos... Est-ce que ça... Vous pourriez faire un itinéraire, dire, voilà, moi, à 15 ans, c'était ça. Je ne sais pas si vous vous adressez à Fallet ou... Ah, vas-y pour ton itinéraire. Mon itinéraire est un itinéraire à peu près classique, quoi. J'ai essayé de faire mes humanités. Alors j'ai aimé à peu près tous les gens que j'ai rencontrés, parce que à ce moment-là, on me forçait un peu à aimer des gens. Alors j'avais d'autres soucis, j'avais la mer à côté de moi et le soleil, c'était plus passionnant que la littérature. Mais quand même, je me suis intéressé aux auteurs qu'on m'imposait. Et au-delà de... Je me suis un peu dépassé, je me suis dit quand même... Si par exemple on t'oblige à t'intéresser à Racine, à Corneille, à Boileau, à La Fontaine, à Molière, c'est qu'il doit y avoir quelque chose là-dedans, d'autre, quelque chose qui n'est pas fait pour empoisonner les mômes, quoi. Et je me suis mis à aimer ces gens-là. En somme, j'ai à peu près aimé tous les gens que j'ai rencontrés, tous les gens qu'on m'a forcé à lire, je les ai lus après en cachette, je les ai en dehors, pendant les vacances. Et Fallet, vous étiez aussi un élève qui trouvait Rasoir, Boileau et La Fontaine? Non, sans doute, oui. Non, moi, j'ai appris, en fait, j'ai découvert la poésie à peu près tout seul à Villeneuve-Saint-Georges. Et j'ai fait un dur chemin dans la poésie, parce que quand on est tout seul, c'est pas facile. Surtout quand on commence par Rimbaud et qu'il faut... Non, attends, c'est qu'avant de lire Rimbaud, j'avais même lu un dramaturge du début du 19e qui s'appelait Colin d'Arleville.
Pour moi, tout ce qui était en vers m'attirait. Et j'ai même lu François Coppée. Je n'ai fait le tri que beaucoup plus tard, et en particulier, là, alors quand je suis entré là, à force de lire des petits, je suis tombé sur des grands. Je suis tombé sur Baudelaire, sur Rimbaud. Alors, comme j'avais lu Rimbaud très jeune, naturellement, on en parlait l'autre jour avec toi, si on lit Rimbaud à 16 ans, on se prend tout de suite pour Rimbaud, quoi. Moi, c'est ce que tu as fait pendant quelques années. Oui, mais en tout cas, c'est quand même pas mal de lire Rimbaud à 16 ans, et les poètes, parce que c'est quand même dans les poètes qu'on apprend à écrire. Mais est-ce que vous avez eu des périodes dans votre vie où vous avez admiré un écrivain, puis ensuite, plus tard, vous l'avez rejeté parce que vous avez évolué? Ça m'est arrivé vers 20 ans, et maintenant, ça ne m'arrive plus. Maintenant, je ne rejette plus personne, je suis devenu très circonspect. Quand quelqu'un ne me convient pas, je me dis que c'est de ma faute, et je me dis je verrai dans 5 ans. Est-ce que il vous est arrivé à certaines époques de prendre des notes ou de marquer des phrases sur les bouquins, faire des choses comme ça? Moi, je fais ça continuellement. Oui. C'est une vieille habitude que j'ai prise dès que j'ai quitté l'école. Comme je savais que j'aurais du mal à retrouver ça, je le notais en vitesse. Et je possède 2 ou 3 cahiers pleins de notes. Et quand je les consulte, ces cahiers, ils me rappellent des lectures que j'ai complètement oubliées. Mais j'ai tiré quand même la quintessence de ces lectures. En notant ça, j'ai gardé l'essentiel. Je me retrouve un peu à travers toutes ces notes. Et là, je crois que vous avez une page qui est arrachée à un cahier. C'est quoi? Ce sont des notes aussi de... Ce sont des notes de Gide. Ouais. De Gide qui aujourd'hui, paraît-il, est en purgatoire. Je le regrette beaucoup. Non, remarque, il n'est pas tout seul en purgatoire. Oui, mais tout le monde est plus ou moins en purgatoire un jour, mais ça s'arrangera. Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, comme citation Par exemple, la nécessité de l'option me fut toujours intolérable. Choisir m'apparaissait non tant élire que repousser ce que je n'élisais pas. Et il y a aussi, surtout, il avait préfacé une anthologie de la poésie française. Et alors il avait dit, pour composer cette anthologie, il l'avait composé lui-même, l'anthologie. Pour composer cette anthologie de la poésie française, j'ai naturellement écouté mon goût. Ce goût que l'on peut croire infaillible de 20 à 30 ans, alors qu'il est plus flexible que les rameaux tendres. Ce goût qui devrait aller s'épurant et s'affermissant avec l'âge est devenu chez moi plus craintif. Je suis assez âgé maintenant pour avoir assisté à maintes substitutions dans le panthéon poétique. L'admiration reste la même, mais ne s'adresse plus au même Dieu. Chaque génération, lorsqu'elle s'élance dans la vie, juge avec assurance et fort discourtoisement parfois ce qui n'abonde pas dans son sens. Ayant assez vécu pour avoir vu se rejouer 2 ou 3 fois cette comédie, j'ai perdu de ma suffisance. Nous aussi, nous avons perdu de notre suffisance et nous sommes allés vers des écrivains que nous avions rejetés à un certain âge, parce que c'était la mode de les rejeter. Et alors on pourrait passer de courtes lignes d'ailleurs à Gide. Il y en a beaucoup. Hein. Je ne sais pas où est mon... Vous l'avez découvert avec quel livre? Les nourritures? Les nourritures terrestres et les nouvelles nourritures, oui. Le retour du RSS aussi. Les nourritures terrestres, vous l'avez lu adolescent ou plus tard? J'ai lu au moment de l'adolescence, oui. Ça m'enthousiasme, mais surtout à cause que l'importance soit dans ton regard, non dans la chose regardée. Vous apprenez beaucoup de citations par cœur? Je ne les apprends pas en ce temps-là, plus maintenant, bien sûr, parce que la mémoire commence à être un peu moins fidèle qu'autrefois. Donc, quand je lisais quelque chose qui me frappait, qui me plaisait, je le retenais. Il en allait de même, c'est exactement pareil pour la musique. Quand une phrase musicale me plaisait, je la retenais. Et vous avez retenu des passages des nourritures terrestres? J'ai retenu des passages entiers. Quoi, par exemple, d'autres? Oh, Nathanaël, ne demeure jamais auprès de ceux qui te ressemblent. Dès qu'un univers a pris ta ressemblance, il n'est plus pour toi profitable. Il te faut le quitter. Quitte ta chambre, quitte ton passé. J'ai une prédilection marquée pour les poètes. Cette faucille dort dans le champ des étoiles me suffit pour une semaine, Maurice. Vous lisez comme ça 2-3 poètes, 2-3... Je relis surtout Victor Hugo parce que je l'ai beaucoup lu. Je relis de temps en temps et je... Quels sont finalement aujourd'hui les poètes que vous lisez le plus? Ce sont ceux que je ne sais pas par cœur. Villon, je le sais par cœur, là je ne le relis pas. J'aime beaucoup Villon, c'est sans doute un de mes poètes préférés, pas seulement à cause de son œuvre, d'abord parce qu'il est le premier en date des grands poètes français, et aussi à cause de sa mine patibulaire, le gibet de Montfaucon, tout ça, c'est assez séduisant quand on découvre ça à 17 ans, c'est hors la loi.
le côté un peu bandit et séduisant. Les poètes que je relis sont les poètes du XVIIe siècle et les romantiques. Et vous, René Fallet, vous apprenez par cœur? Moi, je n'ai aucune mémoire. Alors, l'avantage de Georges, c'est sa mémoire. Mais Je n'apprends pas par cœur, hein, moi, attention. Non, Excusez-moi il a- si oui, si je non, et là, lui, il retient très bien. Et je trouve finalement que ce n'est pas un des avantages de n'avoir aucune mémoire, parce que je peux relire, grâce à ce manque de mémoire, je peux relire tous les 2 ou 3 ans Le Rouge et le Noir, en ne sachant pas du tout comment ça se termine. Quand je te chante une de mes chansons, tu dis, tiens, elle est pas mal, celle-là. Oui. C'est-à-dire que non, mais c'est un grand avantage. Je peux relire également Le Voyage au bout de la nuit. Je ne sais plus comment ça se termine. Julien Sorel, je ne sais pas du tout ce qui y arrive. Alors finalement, ça devient un avantage. Et Otto, c'est un de vos dieux aussi? Grâce à un monsieur qui m'a branché sur les Othons. Alors il m'a occupé tout un hiver parce que moi, quand j'attaque un écrivain, je n'admets pas que... On te dérange. Non, je n'admets pas d'en sauter une ligne. Alors j'ai lu les 18 tomes de Léoton, plus le 19e qui est paru récemment. J'ai tout lu ce que Léoton a fait. Enfin, a publié, mais il n'a pas publié puisque Marie Dormois vient de publier la correspondance. Hein. Et qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce qu'il faut lire pour commencer Léoto, le petit ami? Mais évidemment, ça c'est inadmissible qu'on ne trouve pas le petit ami. Là. Et les propos d'un jour. Mais si on le trouve, le petit ami, en cherchant bien, mais c'est toujours pareil. Oui, mais en cherchant bien, maintenant les gens ont horreur de chercher. Moi, pendant... Mais pas du tout, ceux qui aiment cherchent, René. Moi, pendant l'occupation, je gagnais 800 Quelle balles. occupation? La dernière. Ah bon? L'allemande, quoi. Tiens, c'est fini ou quoi? Je gagnais 800 balles par mois. Et j'ai été acheter alcool sur le boulevard Saint-Germain, au marché noir. Quel rapport ça avec les autos, ça, alcool? On parle de bouquins rares et d'aller à la lecture. Je gagnais 800 balles par mois, j'étais acheté alcool l'Apollinaire. C'est un libraire de Saint-Germain-des-Prés que les payait 1000 francs. Et vous Voilà. gagnez 800 balles par mois à l'époque? Ouais. C'est ça. Oui, mais... Ça n'allait pas sans on cherche sacrifice. quand on aime, mais pour aimer, il faut connaître déjà. Ça n'allait pas sans sacrifice. Apollinaire, il ne va pas aller dépenser 1000 balles s'il en gagne 800 pour... Oui, mais s'il l'aime. Et comment est-ce qu'il l'a découvert? Bah, comme moi, je l'ai trouvé tout seul. Il l'a découvert par hasard, un ami lui en a parlé. Non, je l'ai trouvé tout seul. À l'époque, mes amis ne parlaient pas de poésie. Alors, on dit les Otto, on a parlé... on n'a pas encore parlé des humoristes. Vous devez aimer les humoristes tous les deux. Ouais, on a un faible pour Alphonse Allais et pour Mark Twain. Et pour Henri aussi. Et parle un peu de ce pauvre vieux Courteline qui lui aussi traîne dans le purgatoire. Oui, mais Courteline n'est pas considéré comme un humoriste. Parlez-moi, je ne sais pas si Courteline est un humoriste. On a tort, hein. C'est déjà un homme qui écrit en français, c'est pas tellement courant, quoi, quand même, mais c'est important. Moi, je trouve Courteline drôle. Je sais que ça fait hausser les épaules à des tas de gens qui n'ont d'estime que pour l'humour anglo-américain. J'aime beaucoup, d'ailleurs, ce genre d'humour. Mais je trouve que Courteline est pas mal du tout. Je trouve que Le commissaire est bon enfant. Je trouve que Messieurs les ronds de cuir sont un chef-d'œuvre. Les ronds de cuir, c'est un chef-d'œuvre de la langue française. C'est écrit dans un français très pur. Encore indispensable. Alors, monsieur, c'est une affaire entendue. Un parti pris sur les chefs de bureau qui dit ça à son employé. Alors, monsieur, c'est une affaire entendue. Un parti pris de ne plus mettre les pieds ici. Vous voyez, d'ici le subalterne le petit expéditionnaire là qui a pris le parti de ne plus mettre les pieds au bureau. Un parti pris de ne plus mettre les pieds ici. À cette heure, vous avez perdu votre belle-mère comme vous avez perdu votre grand-mère à Pâques, votre père à la Trinité, sans préjudice naturellement de tous les cousins et cousines que vous n'avez cessé de mettre en terre à raison d'un au moins la semaine. Si c'est pas drôle ça, si c'est pas de l'humour, je sais pas où c'est qu'on trouve de l'humour. On a parlé du renard aussi, hein. Non, on n'en a pas encore parlé. On n'a rien dit. Hein. Ah non, ça, le grand Fallet, lui, il pourra vous en parler de Jules Renard, parce que le journal de Jules Renard... En parler, j'encouragerais simplement les gens à lire les histoires naturelles et le journal, sans parler du théâtre. Je sais pas, je pense pas que Jules Renard ait besoin vraiment d'être défendu, quand même, il est très... Ben, tu sais, comme c'était pas un romancier,
Finalement, c'est peut-être les romanciers qui sont encore le plus lus, parce qu'on s'imagine à tort ou à raison qu'un roman se lit plus facilement qu'un journal ou qu'une pièce de théâtre. Je dois dire aussi qu'avec Georges, nous n'allons pas souvent au théâtre, mais nous lisons énormément les pièces. Parce qu'il y a également un style aussi chez un auteur de théâtre. Ah oui. Par exemple, à Nouilles, moi, j'ai jamais vu, sauf une fois où tu m'as entraîné pour voir Brasseur. J'avais jamais vu le théâtre d'Anouilh, je le connaissais très bien. Chaque fois qu'une pièce d'Anouilh paraissait, je la lisais, j'étais passionné, j'aime beaucoup ce type. Quand on parle d'Anouilh, on pense aussi à Marcel Aimé à ce moment-là. Ah oui, là, si vous parlez de Marcel Aimé, alors c'est un des plus grands. Là, on est là jusqu'à demain. Hein. C'est un des plus grands. Céline et Marcel Aimé sont nos auteurs favoris. Oui, depuis que Céline est mort, Marcel Aimé est le plus grand écrivain français vivant. Aucun rapport entre eux, du reste, mais enfin... Si, il y avait des rapports d'amitié. Oui. Quoi, ça me fait... pas mal, des rapports d'amitié. Eh bien, Marcel Aimé, écoutez, Marcel Aimé, on dit, je ne vais pas dire qu'il est méconnu, mais enfin, on en parle moins que de Roch Grillet ou de Claude Simon. Oui, mais enfin, on n'a jamais rencontré personne déclarant qu'il n'aimait pas Marcel Aimé, ça n'existe quand même pas tellement. C'est un très bel écrivain, un des plus grands qui soit. Mais j'aimerais qu'on parle un peu des poètes, tu vois René, j'aimerais qu'on parle un peu de Paul Fort. Les gars du monde voulaient se donner la main et ils feraient quelque chose pour Paul Fort. Mais je pense que Paul Fort a besoin de personne, il s'en sortira tout seul. Mais Paul Fort a tellement écrit que c'est difficile à lire. Mais tous ceux qui ont rencontré Paul Fort et tous ceux qui l'ont lu ont été enthousiasmés par lui parce qu'il parle des choses familières, des bouts de bois, d'une petite fleur qui pousse. Il écrivait continuellement du matin au soir jusqu'à 90 ans et il écrivait des choses très très importantes, des choses essentielles. En fait, pour un écrivain, il y a une chose très ennuyeuse qui peut survenir, c'est de mourir. Et ça leur arrive à tous, hein, tu as remarqué. Il n'y en a pas un qui est survécu. Ouais. J'ai peur qu'on nous fasse beaucoup d'oubli, comme toujours dans ce genre d'émission. Voilà. Mais il y en a un qu'on oublie aussi, je crois, c'est le Maupassant. Bon, on l'oublie pas, Maupassant, on ne pense qu'à lui. Et surtout les contes de Maupassant. Ah, Maupassant, ça c'est quelque chose. J'en ai même tiré une chanson, moi, la fille à 100 sous, c'est tiré d'un conte de Maupassant. Et nous avons passé des heures agréables en lisant La mer aux monstres. Bah, raconte-la, toi. Oh, raconte-la, tu la raconteras mieux. Oh, ben, je ne sais pas raconter, moi, je ne suis pas Jean-Pierre Chavron. C'était un cirque qui se baladait. Et puis, un beau jour, le directeur du cirque, je crois que c'est le directeur du cirque, voit un petit monstre, un petit enfant qui était déformé. Alors il va trouver la mère et il lui propose de lui acheter ce petit. Alors la mère, qui a déjà 3-4 enfants, est très contente qu'on lui achète son petit. Et le petit part. Et l'année d'après, il lui dit, si vous avez encore un petit monstre comme ça, je vous l'achèterai volontiers. Alors petit à petit, la mère, qui faisait souvent des enfants, fait des monstres à la commande. Le directeur du cirque lui dit, j'aimerais maintenant avoir un enfant à la tête piriforme, une tête en forme de poire. Et alors la mère se sert de manière à avoir un enfant qui était monstrueux, c'était la mère au monstre. Le Maupassant était évidemment très cruel. Mais on peut déplorer. Enfin, il n'était pas très cruel, il peignait seulement la vie, quoi. C'est vrai que cette femme avait besoin d'argent, et puis elle était quand même capable malheureux, des pires excès pour de l'argent, comme la plupart des êtres qui vivent d'ailleurs. Tiens, tu vois, je pars en Normandie, moi, j'emmène un seul bouquin. On part pas en Normandie, on part pour la Normandie. Je pars en Normandie. J'emmène un seul bouquin. C'est la Tour des Miracles. Non, je ne m'en souviens plus du tout. Oh, Yannick! On part pas en Normandie, on part pour la Normandie. De Gaulle ne serait pas content s'il entendait parler comme ça. Oh, bah écoute, Revel en a relevé où il faisait pire, hein. Qu'est-ce que vous aviez en venant en Normandie? Les œuvres d'Anquetil. Un bouquin que j'ai totalement oublié, il faut que je le relise à tout prix, c'est L'étranger. De Camus. L'étranger. L'étranger, je ne l'ai pas lu depuis 20 ans. Ouais. Depuis 20 ans. Ah oui. C'est beau, non? Tu as vécu si longtemps que ça, toi? Grâce à mes pertes de mémoire, je vais pouvoir lire un bouquin tout neuf d'un jeune écrivain appelé Camus. Relis aussi La Peste, ça ne te fera pas de mal.
Il y a Steinbeck aussi qu'on a beaucoup aimé. Évidemment, on l'aime moins maintenant pour des raisons... Oui, des raisons qui sont extra-littéraires. Extra-littéraires, oui, mais enfin, rappelle-toi Tortilla Ah oui, Flat. mais j'ai beaucoup aimé les Américains. Je continue d'ailleurs à avoir une grande affection pour Hemingway. Hein. Oui, mais tu te rappelles, on a parlé souvent de Steinbeck. Maintenant, Steinbeck a fait quelque chose qui nous plaît pas tellement, mais on ne doit pas le rejeter pour ça. Ah non, ça, non. Je sais plus, c'est Confucius ou un philosophe chinois qui avait dit il ne faut pas rejeter une bonne parole parce qu'elle a été dite par un méchant. Tu as raison, ça tout ce qu'il pourra faire n'effacera jamais Tortilla Flat. Ouais. Oui. Souvent, c'est difficile pour les écrivains, par exemple, on parlait de Céline tout à l'heure, c'est difficile d'oublier ce qui s'est passé parfois dans leur vie, et puis quand on lit leur œuvre. Il faut l'oublier parce que si l'on regarde la vie de la plupart des écrivains, on trouve toujours quelque chose à redire là-dessus. Attention, tu es chanteur et moi je suis écrivain, il n'y a encore rien à redire dans ma vie. Mais non, je ne suis pas chanteur. Bah. Mais c'est difficile de vivre. C'est difficile de vivre. Ça n'est peut-être pas aperçu, mais c'est extrêmement difficile. Un homme est quand même un homme très fragile. Il écrit, à un moment, il écrit ce qu'il pense, ce qu'il sent, et puis il change, il évolue. Et il est évident qu'après, ses admirateurs peuvent être déçus par ce qu'il a écrit, parce qu'ils ne savent pas nuancer ce qu'il... Il faut prendre un homme tel qu'il est. Encore une littérature dont on n'a pas parlé, c'est la littérature grecque et latine. Est-ce que vous les avez lus, les Grecs et les Latins? Ovide. Lui, pas moi. Ovide. C'est dommage, parce que moi j'ai réappris le latin, ces temps-ci je réapprends le latin pour essayer de les lire, ces gens-là. C'est beau dans le texte. Et Ovide, vous lisez dans le texte? Non, pas encore. Est-ce que vous préférez les Métamorphoses, l'art d'aimer? L'art d'aimer, oui, mais c'est les Métamorphoses aussi. Vous savez, tous ces écrivains qui sont venus jusqu'à nous ont écrit des choses, des œuvres indispensables. J'insiste sur le mot, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais c'est indispensable. Si on n'aime pas ça, c'est parce qu'on n'est pas au point, vous voyez. Alors je me suis dit que ces latins, là, il fallait quand même, parce que c'est sur eux qu'on a... Toute notre civilisation vient d'eux, des Grecs et des Latins. Il faut les lire, il faut les aimer. C'est pour ça que je réapprends le latin. Mais je crois qu'on découvre les latins et les grecs assez tard, hein, parce que aussi, quand on se souvient qu'on a été obligé de... Mais oui, c'était l'histoire de l'école, oui, mais ça passe, à l'école, ça dure pas très longtemps, quoi. Et Fallet, vous n'avez pas encore décidé à lire Ovide? Mais ça viendra, ça viendra. Je lui ai fait lire Anatole France, je lui ai fait lire Paul Léoto. Oui, mais là, ça me fait un peu peur, c'est tellement vaste, vous savez... Mais c'est pas tellement vaste, non, tu sais. Un type qui vivait il y a 2000 ans, il avait plus de chances d'avoir tout lu qu'aujourd'hui. Dans 2000 ans, un type cultivé, il faudra qu'il s'y prenne de bonheur. Hein. Mais il n'est pas question de tout lire, il est question de lire simplement ce que vos amis aiment, quoi. Tu m'en as fait lire. Tu m'en as lu. Quand je t'ai connu, tu m'as présenté quelques-uns de tes amis. Moi, je t'ai présenté quelques-uns des miens. Tu m'as présenté quelques-uns de tes écrivains. Moi, je t'ai présenté quelques-uns des miens. C'est comme ça que tout se fait, quoi. Quand on parle d'écrivains ou de bouquins qui nous ont touchés, c'est presque des confidences amoureuses. On n'hésite qu'à, moi je ne donnerais pas à l'oncle Benjamin ou Léoto à un abruti, je me dirais qu'est-ce qu'il va en faire. Il n'y a pas d'abruti, ça n'a pas d'importance. T'en as jamais vu? Non, je n'ai jamais vu. Eh ben attends. Tout homme est capable de tout goûter, tu sais.